Bonjour à tous, merci d'être présents pour mon séminaire de fin de maîtrise. Aujourd'hui, on va parler de gestion de volume pulmonaire en ventilation liquidienne totale. Ça fait beaucoup de termes un peu mystérieux, mais on va décortiquer tout ça. Et dans le cadre de mon sujet de maîtrise, on va parler notamment de la modélisation numérique et de stratégie de contrôle. Alors, c'est pas le vendredi. Ok. Alors, contexte, faut savoir qu'au Québec, chaque année, il y a environ 6000 prématurés qui naissent par an, donc 6000 naissances vivantes. Donc là, vous avez un graphe qui représente le nombre de naissances de prématurés au fil des ans. Donc ça vient du ministère de la Santé canadienne, donc pour la province du Québec. Et parmi ces prématurés, il y a une catégorie assez spécifique qu'on appelle les très grandes prématurités ou les extrêmes prématurités. Donc ça, c'est la petite partie en bleu foncé sur ces graphes. Ça représente environ 400-500 naissances par an. Et ces très grands prématurés, ils ont la caractéristique d'être pas du tout arrivés à terme, ils sont nés bien trop tôt avant l'échéance standard, on va dire. Et donc ça a beaucoup de conséquences sur leur probabilité de survie. Donc, une deuxième étude du Canadian Neonatal Network ici, propose un graphique justement de pourcentage de survie de ces prématurés en fonction du coup de l'âge à laquelle ils sont nés. Et vous voyez que en tendance, là, le pourcentage de survie chute énormément plus le prématuré naît tôt. Là, on descend à des taux de survie dans la très grande prématurité de l'ordre de 40% de survie en moyenne. Donc voilà, on a 60% de décès. Alors, ça, c'est taux de mortalité, enfin, taux de survie qui comprend toutes les pathologies liées à la prématurité. Mais il y a quand même une grosse proportion qui est liée à notamment la détresse respiratoire. Ça, c'est au niveau donc, de la ventilation. Les prématurés n'arrivent pas à respirer correctement. Et ce, même si on utilise une assistance respiratoire gazeuse, donc ce qu'on appelle de la ventilation mécanique conventionnelle. Le point où j'en étais, il me semble, c'est que du coup, une grosse partie des complications physiologiques qui apparaissent sont dues au niveau de l'organe des poumons et de manière générale de la respiration. Donc, beaucoup de ces prématurés souffrent de détresse respiratoire. Même parmi ceux qui restent en vie, il y en a plus de 60% qui ont encore de la détresse respiratoire plusieurs semaines après être nés, et donc même en utilisant une assistance respiratoire gazeuse. Alors, pour comprendre d'où ça vient, il faut que je vous explique un peu comment ça fonctionne les poumons, donc l'organe qui vous permet de respirer. Alors, les poumons, donc vous avez un graphe à gauche ici, c'est une figure, une illustration à gauche. C'est un petit peu comme un arbre, donc avec un tronc principal qui est la trachée, et ensuite des ramifications. Donc, cette trachée va se diviser en branches, souches, qui vont elles-mêmes se diviser, et ça va former plusieurs étages, plusieurs niveaux, donc on va appeler des générations. Je vais indiquer cette génération avec un petit Z, mais c'est pas très compliqué. Où est-ce que les échanges gazeux se font? Les échanges gazeux, ils se font à la toute fin de cet arbre bronchique, au niveau de sorte de petite sphère qu'on va appeler les alvéoles. Puis donc c'est ici qu'il y a les échanges gazeux, donc avec l'oxygène qui va du poumon vers le sang, et le CO2 qui fait le trajet inverse, donc qui va du sang, traverse la paroi du poumon pour retourner dans l'alvéole. Et ensuite, à l'expiration, tout est fait. Chez l'humain adulte, on a environ 23 générations donc, dans l'arbre bronchique. Et chez le prématuré, par contre, on s'arrête à du 16-17 générations. Donc là, je m'arrête à ça ici. Et puis, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces poumons, c'est des structures qui sont très flexibles. Donc, c'est composé de cartilage, de tissus souples, de muscles. Et donc, on a une dynamique à l'intérieur d'écoulement qui va être très dépendante de la déformation des voies aériennes. Les voies aériennes sont générales. Alors,
un autre point, c'est que vos poumons sont asymétriques. Vous avez votre poumon droit qui va être plus gros que votre poumon gauche. Ça rend notamment la modélisation mathématique ou numérique qui est assez complexe parce que l'imagerie médicale de 1 ne permet pas d'aller chercher, d'aller voir tout ce qui se passe en bas. Les facteurs d'échelle sont là. On a un gros facteur d'échelle en fait, donc on est de l'ordre du millimètre au niveau des alvéoles. La symétrie, ça fait qu'il y a des structures qui sont un peu aléatoires, qui vont dépendre de chaque individu, de chaque mammifère aussi, et de l'état de santé, l'avancement, l'âge. Il y a des modélisations qui ont été proposées, c'est un tableau un peu imbuvable à droite, là, je vous l'épargne, mais dans l'idée, c'est de dire, ce poumon-là, on va considérer qu'il est symétrique, et puis on va considérer qu'il y a une dichotomie à chaque fois qu'on passe une génération. Donc, génération 1, on a une voie, puis 2, puis 4, puis 8, etc., jusqu'à arriver au tableau. Et chez les prématurés, ce qui se passe, pour revenir au cas des prématurés, les échanges gazeux, ils s'effectuent pas bien, notamment parce qu'il y a un manque de ce qu'on appelle de surfactance. C'est une sorte de liquide qui va tapisser toutes ces alvéoles et puis tout ce poumon et qui va permettre les échanges gazeux. Donc, on en vient à la technologie que le projet Innovivant propose, qu'on appelle la ventilation liquidienne totale. Alors, cette technologie, l'idée, c'est d'offrir une alternative à l'assistance respiratoire gazeuse en utilisant un liquide respirable à la place de l'air ambiant, du gaz de l'assistance respiratoire. Donc, ce liquide respirable, en fait, on va venir, si vous avez un GIF du fonctionnement à gauche, on va venir buller, incorporer de l'oxygène à l'intérieur. L'oxygène va se dissoudre. On va ensuite envoyer le liquide riche en oxygène, qui est en bleu, dans les poumons, à l'inspiration. On laisse le temps que les échanges gazeux se fassent. Le liquide est désormais en orange, riche en CO2, et on va extraire du coup tout ce liquide riche en CO2 pour le renvoyer dans une unité de traitement spécialisée où on va enlever le CO2. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors là, la figure ici, c'est un exemple de prototype Innovivant 10 avec lequel on effectue nos expérimentations. Et utiliser un liquide, donc, ça a prouvé qu'il y avait beaucoup d'avantages, notamment au niveau de ce manque de surfactants, de la prématurité, etc. Et donc, on a voilà, une première application clinique qui vise du coup les extrêmes prématurés. Donc là, c'est le développement HR. Alors, pour pouvoir comprendre comment on va réaliser la ventilation liquidienne totale, on a besoin de connaître, dans l'idée, la relation entre le volume qu'on va avoir dans les poumons et puis la pression que ça va induire. Donc là, ce graphe que je propose, c'est ce qu'on appelle une courbe pression-volume statique, donc il n'y a pas d'écoulement. Comment on la vide? En fait, on va dire, OK, si jamais on remplit le poumon à, mettons, 60 ml par kilo, on a une pression dans les alvéoles, donc dans les endroits où il y a les échanges gazeux, qui est d'environ 7 cm d'eau. Pourquoi 1 cm d'eau? Parce que les pressions sont très faibles. 1 cm d'eau, c'est 100 pascal. Ce qui est important de noter, c'est que là, si jamais on se dit, OK, on va remplir le poumon de façon peut-être un peu abusive, donc monter autour de 80 100 ml par kilo dans ce graphe-ci, on va arriver sur une sorte de plateau, donc, à droite, donc pour des pressions alvéolaires d'environ 25-30 cm d'eau. Et ce plateau-là, en fait, c'est de la surdistension. Donc ça, évidemment, on veut l'éviter. Ça cause, c'est dangereux tout simplement pour le patient. On crée des traumatismes, des lésions, voire peut-être tous entendu parler du terme de pneumothorax. On a l'équivalent en ventilation liquidienne avec perfluorothorax. C'est la même. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est renouveler le plus de liquide possible, donc pour maximiser l'envoi d'oxygène dans les poumons, mais en fonctionnant à basse pression alvéolaire, donc plutôt sur la partie gauche du graphique. En fonctionnant sur la partie gauche du graphique, on a un autre enjeu. Et cet enjeu, c'est l'affaissement des voies aériennes.
Alors, c'est quoi la pression des voies aériennes? Bah, en fait, si vous vous souvenez, je vous ai dit que les structures des poumons, c'était très flexible. Bah, quand on va utiliser un liquide qui est dense, qui est visqueux au sein de ces voies aériennes, bah, à l'expiration, on a ce risque que, comme un ballon de baudruche, bah, les parois en fait, se rapprochent entre elles et viennent, jusqu'à un certain stade, se toucher et donc bloquer totalement l'expiration. Là, vous avez un exemple qui est tiré d'imagerie médicale à gauche, donc qui est juste après. Et pour un ordre d'idée sur au niveau des pressions, qu'est-ce que ça donne? Bah, en fait, vous voyez que par exemple à 10 cm d'eau, on a donc notre trachée qui est ici, qui est totalement ouverte. Et puis par contre, dès qu'on passe à du moins 10 cm d'eau, voilà, on a un affaissement qui est déjà assez important, assez conséquent. Ce qu'on va appeler le collapsus, c'est un affaissement total des voies aériennes. Donc là, voilà, à moins 60 cm d'eau, sur le graphe à droite, vous avez, sur le schéma à droite, vous avez une déformation à moins 78% de la section. Donc là, pour toute la suite, nous, on va se dire, notre limite, c'est moins 10 cm d'eau. On ne veut pas que dans nos expérimentations, dans notre modèle numérique, on passe sous du moins 10 cm d'eau. Donc ça, ça amène un peu à moi, mon sujet de maîtrise, où est-ce que je me situe là dans ce projet global. Bah, l'idée, c'est de regarder un peu quelle stratégie de contrôle, donc quel choix de débit expiratoire va me permettre de minimiser le volume de liquide utilisé, donc se passer à gauche sur la courbe pression-volume, tout en utilisant la ventilation minute. Alors la ventilation minute, c'est juste la quantité d'oxygène, pour faire simple, qu'on va réussir à envoyer au patient et à retirer. Donc c'est le renouvellement de volume qu'on va faire sur 1 minute. Et ça m'amène à deux objectifs. Premièrement, on va développer une nouvelle stratégie de contrôle. Enfin, on a développé une nouvelle stratégie de contrôle, dont je vais parler juste après. Et en deuxième objectif, un modèle numérique stationnaire qui permet d'estimer la pression en tout temps au sein de l'arbre bronchique en fonction des conditions qu'on va utiliser. OK. Alors là, on part en manip directement. On a fait donc une première expérimentation in vivo sur un porcelet. Pourquoi porcelet? La structure des poumons du porcelet est assez similaire à celle d'un nouveau-né humain. Donc, c'est une sorte de candidat idéal pour effectuer des tests et se rapprocher le plus possible de la cité thérapeutique. Tout à gauche, vous avez une photo du setup au CT scan. Donc, CT scan, c'est de l'imagerie médicale. Là, c'est un gros scanner, un peu comme de l'IRM, c'est juste la technologie qui n'est pas la même. Et l'idée, c'est, voilà, on a un peu des tubes partout, on fait de la ventilation. Et nous, cette imagerie médicale, elle nous sert à estimer le volume pulmonaire qu'il y a au sein du patient. Alors, cette imagerie médicale, elle nous donne le graphe du centre, enfin l'image du centre et l'image de droite, par exemple. Donc, avec une vue frontale ici, et puis voilà une reconstitution 3D de ce qu'on peut obtenir après traitement. Donc, on voit quand même assez distinctement, peut-être que c'est pas si explicite que ça, mais il y a quand même un poumon droit et un poumon gauche. Donc ça, cette imagerie est quand même intéressante parce qu'au niveau de tous les enjeux d'asymétrie, on va pouvoir différencier justement les volumes pulmonaires. Alors, pour revenir sur la stratégie de contrôle, donc quel débit expiratoire on utilise et qu'est-ce qui se passe là sur la pression. Je vous propose ici un exemple pour illustrer un peu le fonctionnement de l'algorithme qu'on a développé. Vous avez ici un graphe qui représente la pression au cours du temps. On est sur quelques cycles respiratoires, ça représente à peu près 90 secondes de manip. Et on a fait ça donc, sur 1h15 de manip. Pardon, j'ai oublié de le mentionner. Donc là, c'est un exemple sur 90 secondes. Puis en dessous, le graphe en dessous, c'est le débit expiratoire en fonction de ce même temps, donc sur les mêmes cycles. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que notre pression, qui sont les signaux ici, elle va passer sous un certain seuil de moins 5 cm d'eau dans les cercles rouges que vous voyez là. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit, moins 5 cm d'eau, on est proche de l'affaissement là. Donc, on veut aller se retravailler sur la courbe plus à droite. On veut rajouter du volume pulmonaire pour que les voies se réunissent. Et donc, à l'inspiration suivante,
au niveau du débit, on va augmenter le débit qu'on va envoyer. Donc, on va augmenter le volume pulmonaire. Et l'idée, c'est qu'à terme, on endigue l'affaissement des voies. Donc là, on a eu par exemple 3 chutes de pression consécutives, suivies de 3 ajouts de volume. Et puis on voit que au bout de ces 3 cycles, la chute de pression s'est résorbée. On a réussi à endiguer l'affaissement des voies aériennes. En tout cas, c'est une supposition, mais c'est comme ça qu'on l'interprète. Alors, de manière globale, là, donc c'est ça, on a fait 300 cycles respiratoires. Donc ça, c'est à peu près 1h15 de manipulation. Et puis, sur ces 300 cycles respiratoires, au sein de ça, il y en a environ 30% qui comprennent un renvoi de volume. Donc, au niveau de la tendance, du pattern global, alors vous avez, là, je vous présente le nombre de cycles consécutifs effectués. Donc, en bleu, c'est sans correction, et puis en rouge, en orange, c'est avec renvoi de volume, avec correction, au cours du temps. Et donc, voilà, on a ce graphe-là qui se sort globalement. Et la tendance moyenne, c'est, en gros, on va, de manière générale, sur 7h15, envoyer 5, enfin, on va retirer, enfin, pardon, 5 cycles respiratoires sans renvoi de volume, et ça va être suivi de 2 cycles respiratoires, un peu plus de 2 cycles respiratoires, on va renvoyer du volume, et au global, les volumes pulmonaires s'équilibrent. On a fait une deuxième expérimentation, parce que en biologie, en physiologie, c'est jamais bon de se baser uniquement sur un seul modèle, un seul animal. Et alors ça, ce que je vous propose ici, c'est, vous vous souvenez des segmentations que j'ai fait là, l'imagerie médicale avec les volumes pulmonaires. Ça, c'est les résultats qui sortent de ces traitements-là d'imagerie médicale. Alors, la première expérience là, dont je vais montrer les résultats juste avant, elle est ici. Et en fait, on a fait une imagerie à l'heure 0, au début de la manie, et à l'heure 1, vers la fin de manie. Alors, l'ELV, c'est le volume pulmonaire. Simple. Et ce volume pulmonaire, en fait, il a augmenté. Donc, notre algorithme, il a réussi à retourner vers une sorte de point d'équilibre, à travailler un peu plus à droite sur notre courbe du début. Et au niveau de l'expérience numéro 2, alors c'est un peu la même chose. On a fait 3 imageries, donc à heure 0, heure 1 et heure 2. La deuxième expérimentation, elle a duré plus longtemps, 2h30. Et on a pareil, alors entre les 2 premières heures, le même volume pulmonaire, puis entre la première et la deuxième heure, c'est ça, on a une augmentation du volume pulmonaire. Puis le point qui est intéressant aussi, c'est moi, ce qui m'intéresse là dans mon sujet de maîtrise, c'est vraiment l'asymétrie entre le poumon gauche et le poumon droit. Est-ce que ça a un impact sur les chutes de pression? Alors, du coup, j'ai regardé, en fait, sur cette augmentation de volume pulmonaire, c'est quoi la quantité qui est partie à droite, c'est quoi la quantité qui est partie à gauche. Et en fait, vous avez les proportions ici. Le poumon droit a augmenté en proportion du volume total par rapport au poumon gauche qui, lui, a diminué. Donc, en fait, là, on a également ce pattern-là sur la deuxième expérience, mais la question, c'est est-ce qu'on retourne à un état d'équilibre parce que les poumons sont naturellement asymétriques, ou est-ce qu'au contraire, là, avec notre stratégie de contrôle, on est en train de créer une dérive au cours du temps, avec l'utilisation moindre du poumon gauche et puis un poumon droit qui peut-être risque d'être surdistendu. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'est beaucoup d'informations, mais c'est pas vous faire. La question, du coup, c'est ça. Est-ce que cette asymétrie elle a un impact sur les pression? Et puis, est-ce que ce qu'on a vu en manip, là, c'est problématique? Est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Donc, pour ça, on a développé un modèle numérique, un modèle stationnaire. Là, vous avez parlé des modélisations mathématiques qui se faisaient de l'arbre bronchique au tout début. Je vous ai dit que c'était assez compliqué parce que ça dépendait de plein de facteurs et puis notamment du fait que c'était pas symétrique. Donc les premières modélisations qui ont été faites, c'était sur un poumon symétrique. Et ça donne ce genre de schéma de principe, donc le graphe qui est à gauche. Et l'idée, c'est d'avoir
vu qu'on a un débit et que le poumon est symétrique, on va dire, OK, bah, dès qu'on a une bifurcation, on va diviser le débit par 2. Donc ça nous permet de savoir, de connaître le débit en tout temps dans notre arbre. Et puis au niveau de ce schéma-là, alors pourquoi l'alvéole est si grosse? Alors je vous ai dit que c'était tout minuscule, c'est que là, c'est la somme de tous les volumes des alvéoles. Donc, c'est comme si tous les échanges gazeux s'effectuaient ici. Et après, plus on se rapprochait de la gorge, donc avec la trachée, bah, plus les conduits, c'était une sorte de goulot d'étranglement. Ça s'amenuisait. Là, pour ordre de grandeur, le volume total chez un humain adulte, enfin la surface par contre d'échange avec le sang chez un humain adulte, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis. Donc, c'est quand même assez impressionnant la surface d'échange qu'il y a avec le sang. Alors, ben moi, j'ai récupéré ce modèle-là, notamment, où du coup, on va juste initialiser avec un volume et donc une pression alvéolaire, et puis après, ça va être un peu plus de perte de charge. Donc ça, j'ai réutilisé ça. Et puis, je me suis dit, OK, ben, je m'arrête. Au lieu de m'arrêter en sortie des poumons, enfin de l'arbre bronchique, je vais m'arrêter au niveau de la jonction entre mon poumon droit et mon poumon gauche. Et puis, comme j'aurais pris des conditions initiales différentes, il y a une asymétrie par défaut qui est formée. Et donc, l'enjeu, on va dire, de ce modèle numérique-là, c'est de traiter bah, le fait qu'il y ait un débit provenant de votre poumon gauche qui n'est pas le même que le débit provenant du poumon droit. Et donc, bah, on a oublié d'avoir un équilibre des pressions, et donc le modèle permet de résoudre ça. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce modèle? Bon, ça donne ce genre de cartographie. Ces cartographies-là, c'est l'évolution de la pression au sein de... Alors, dans notre cas, ça c'est pour la trachée uniquement, mais c'est l'évolution au sein de la pression au sein de la trachée en fonction du débit expiratoire, donc qu'est-ce que nous on va imposer, et du volume qui est disponible en amont, donc le volume pulmonaire qui est encore présent dans le alors, je vais passer là-dessus parce que ce qui m'intéresse, ça va être la solution un peu optimale. En fait, le modèle nous permet de dire, vous vous souvenez de ce moins 10 cm d'eau qui est une limite qu'on ne veut pas trop passer en dessous. Bah, du coup, en fonction du volume pulmonaire qu'on va avoir, le débit qui va être autorisé pour ne pas passer sous ce moins 10 cm d'eau, il va changer. Puis ça, il va changer, il va donner une courbe. Alors, là, on va regarder pour l'instant le modèle symétrique. La courbe noire qui est ici en pointillé. Donc cette courbe noire, ça représente le débit expiratoire maximal qu'on peut appliquer sans qu'il y ait un affaissement des voies aériennes. Et ça, c'est en fonction du volume pulmonaire qui est disponible en amont. Donc, plus on va avoir un volume pulmonaire disponible qui est important, plus le débit qu'on va pouvoir imposer va être important également. Et puis ça, donc, en diminuant le volume dans les poumons, ben, on autorise de moins en moins de débit expiratoire. Donc là, on le voit dans cette partie-ci, en bas à droite du graphe, on est dans une zone qui, on va dire, zone stable. Et puis là, on va être dans une zone instable où il y a la présence de collapsus ou en tout cas d'affaissement des voies. La plus-value du modèle asymétrique, alors c'est les 4 autres courbes. Donc, de manière générale, ben, on va voir que le débit expiratoire maximal va un peu être modifié au niveau de la trachée. Donc, c'est la courbe en rouge. On va autoriser peut-être un débit expiratoire plus important. Par contre, au niveau des bronches souches, donc l'étage qui se situe en dessous, la génération en dessous, là où on a généré la symétrie, et ben en fait, le poumon qui est le moins rempli, donc là, dans ce cas-là, c'est le poumon gauche qui est le moins rempli, il va autoriser un débit expiratoire moins important. Ce débit expiratoire moins important, bah, par rapport au poumon droit, qu'est-ce que ça peut signifier? Bah, potentiellement qu'en fait, votre poumon gauche il va s'affaisser avant votre poumon droit. Donc ça va avoir un impact sur ensuite la stratégie de contrôle. Ça peut peut-être expliquer différentes chutes de pression qu'on voit en minute. Alors, pour essayer d'expliquer un peu ça, l'idée c'est de parcourir un peu ces cartographies de pression. Donc de dire, donc là j'avais mis le débit expiratoire maximal avec zone instable, zone stable. J'ai mis une parallèle qui est une zone de sécurité.
Et ensuite, j'ai choisi un profil de débit expiratoire qui est supposé, donc là vous avez la trajectoire ici, donc, débit en fonction du volume. En bleu, c'est la trajectoire. Là, vous avez le même débit expiratoire en fonction du temps. Donc l'idée, c'est de voir, avec un premier remplissage des poumons à 70 millilitres par kilo, est-ce qu'on a une chute de pression ou pas? Et il s'avère que pour un remplissage à 70 millilitres par kilo, on est bon, on n'a pas de chute de pression sous moins 10 cm d'eau. Là, vous voyez qu'on reste aux alentours de 5 cm d'eau. Dans la trajectoire, on voit bien que en fait, la courbe en bleu ne dépasse pas, ne va pas dans la zone instable. Donc ça confirme le fait qu'on n'a pas de chute de pression. Et l'idée maintenant, c'est de faire la même chose, mais en réduisant le volume pulmonaire. Donc, au lieu d'avoir un remplissage à 70 ml par kilo, on va avoir un remplissage à 50 ml par kilo, par exemple. Et alors là, 50 ml par kilo, ça change quand même des choses parce que on voit que là, on atteint la zone de sécurité au niveau de la trajectoire. Alors, on n'est pas non plus dans la zone instable qu'on avait dit avant, mais les zones de sécurité, ça veut dire que nous, il faut qu'on agisse au niveau de nos algorithmes de contrôle. Alors, comment on agit au niveau de la stratégie de contrôle? En fait, on va réduire brutalement le débit d'une certaine. Donc, ici, c'est une réduction de débit à 50%. Vous aviez, par exemple, le débit juste avant l'atteinte de la zone de sécurité qui est autour de 3 millilitres par seconde. Puis, je viens de voir que mon axe n'est pas bon. C'est des millilitres par seconde. On atteint la zone de sécurité, ok, on le baisse directement à du 1,3 millilitres par seconde. Puis on espère que les voies vont pas s'effondrer. Et donc on continue ensuite l'expiration. Alors au niveau du signal de pression, qu'est-ce que ça donne? Ça, on est toujours dans le modèle, hein, c'est pas des signaux expérimentaux, c'est vraiment des signaux au sein du modèle. On a pareil la chute de pression qui est atteinte aux alentours de 7 secondes à moins 10 cm d'eau. La réduction de débit donc par notre algorithme de contrôle théorique. Et donc, la remontée de la pression en sortie de trachée. Et on voit que ça se stabilise. Ce qui va changer, du coup, entre ces deux situations, alors déjà, c'est l'intervention que nous, on a fait avec l'algorithme. Et c'est aussi que le temps nécessaire pour retirer la même quantité de liquide va être plus importante avec la réduction de débit. Là, on a dû faire un cycle respiratoire de 20 secondes, au lieu de, c'était un peu moins de 12 secondes. Et le dernier point sur lequel je voulais m'attarder, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va faire ces cycles respiratoires sur plusieurs cycles. Donc, l'idée, c'est de rapprocher un peu à un fonctionnement sur 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc là, c'est l'idée. On a toujours un certain profil de débit expiratoire avec une asymétrie initiale, donc en volume. Là, 8%, c'est-à-dire qu'on a 46% du volume total dans le poumon gauche, puis 54% dans le poumon droit. Et là, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'au cours du temps, la symétrie, elle va se résorber, ou est-ce qu'au contraire, elle va s'amplifier, est-ce qu'elle va stagner? Comment ça se passe? Donc là, bonne nouvelle, le modèle annonce que normalement, la symétrie se résorbe naturellement avec le temps. Alors, dans notre cas précis, elle se résorbe, donc, c'est le graphe à droite, là, au bout de 113 cycles respiratoires, c'est peut-être un peu plus de 20 minutes de ventilation. Et vous voyez, donc pareil, au niveau des volumes pulmonaires de chaque poumon, poumon gauche pardon, en bleu, poumon droit en orange, mais que c'est ça. Après 113 cycles, on est au même volume pulmonaire et puis on y reste. Alors si on vient faire un profil de débit un peu plus agressif, on va essayer de retirer en moins de temps. On va également avoir des chutes de pression plus importantes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour ce cas-là, je vais monter un peu. Donc, à zone de temps. Sur les 87 premiers cycles, pareil, on n'a pas d'intervention de notre algorithme de contrôle, enfin de réduction de débit. Et par contre, à partir du 87e, on a une chute de pression sous moins 10 cm d'eau, qui va intervenir d'ailleurs sur tous les cycles entre 87 et 123. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une résorption naturelle de la symétrie, même en faisant de la réduction de débit. Par contre,
on prend plus de temps avant d'avoir résorbé totalement. Là, on va prendre 123 cycles, on en a pris 113. Alors, au niveau des limites du modèle, ce modèle-là, déjà, c'est un modèle qui est stationnaire. Donc, c'est un modèle qui ne prend pas en compte la dynamique instantanée des voies aériennes. Et puis, on a également des inputs qui sont quand même des gros prémices physiologiques. Comme j'avais dit avant, les dimensions des voies aériennes va différer selon chaque patient. Et même la courbe de relation entre le volume pulmonaire et votre pression dans les alvéoles, elle va pas être la même en fonction de chaque patient. L'autre point qui est important, c'est dans ce modèle, j'ai négligé l'influence de la gravité. En fait, si votre patient il est allongé sur le dos, sur le ventre ou sur le côté, le liquide à l'inspiration, il va se distribuer de façon différente. Il va aller atteindre des zones qui vont être plus bas en échelle de hauteur. Et donc ça va avoir une influence assez conséquente sur la symétrie, mais ça, c'est pas pris en compte dans le modèle. Et grosse hypothèse également sur, je vous ai dit que là, sur plusieurs cycles, ça se résorbait naturellement. Mais justement, c'est un peu avec la gravité, j'ai supposé qu'à l'inspiration, j'ai renvoyé le même volume dans le poumon droit et le poumon gauche. Voilà. Donc pour conclure, on a quand même une nouvelle stratégie de contrôle qui nous permet de réaliser de la VLT donc, sur 1 heure, voire 2 heures sur porcelet, dans notre cas, sans intervention du personnel médical. Il y a de la surveillance, bien évidemment, mais les paramètres ventilatoires n'ont pas été modifiés dans ce temps-là. Donc, les algorithmes arrivent à endiguer l'affaissement des voies, arrivent à ventiler efficacement le patient. Donc, ça, c'est quand même un très bon point. On a également un modèle stationnaire qui nous permet d'estimer et de prédire presque les chutes de pression partout dans votre arbre bronchique en fonction du coup du débit expiratoire qu'on impose et du volume pulmonaire. Alors, le point là qui va amener notamment sur les travaux futurs, si vous avez réussi à suivre jusque-là, en manip, je vous ai dit, c'est bizarre, l'imagerie médicale elle nous dit que la symétrie elle a augmenté avec le temps. Poumon droit qui augmentait, poumon gauche qui diminuait. Et pourtant, le modèle nous dit normalement, la symétrie, elle se résorbe naturellement. Donc là, ça dépend peut-être des expériences de pensée que j'ai réalisées, les paramètres au niveau de mon modèle qui ne sont pas forcément les bons, ou peut-être qu'il y a des limites dans le modèle qui ont besoin d'être prises en compte pour aller chercher justement ces situations-là d'amplification de la symétrie. C'est à peu près ça, je pense, les travaux futurs, en tout cas proches. Et je vous remercie pour votre écoute et je vais remercier également Philippe, Sébastien et Étienne qui m'ont suivi pendant 1 an et demi là, sur ma maîtrise. Donc, merci à vous. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous voulez que je revienne sur des slides aussi, c'est possible. Peut-être une question. Là, l'ensemble de ta présentation, elle se fait le sur les collapsus et l'affaissement des voies respiratoires. Ouais. Quand il y a une pression qui est trop faible. Ouais. Comment vous avez géré une trop forte pression dans les voies respiratoires qui pourrait créer, je sais pas, une dilatation trop importante et des lésions? Ouais, en fait, au niveau de l'algorithme, on va aller chercher l'affaissement des voies. Donc, on va retirer plus de liquide qu'on en a envoyé. Alors, c'est une faible dérive. On s'assure comme ça qu'on n'a pas une augmentation abusive du volume pulmonaire. Et nos algorithmes sont normalement adaptés pour gérer l'affaissement des voies. Donc, on fait confiance au fait que c'est pas dramatique si d'aller chercher ça quand il y a plus bas volume pulmonaire que plus haut. Que l'idée, c'est ça, d'avoir une dérive un peu négative, on va dire. Pour retirer plus de volume qu'on achète. Ouais. Le 8% que tu as pris pour faire tes tests, je ne sais plus si tu l'as dit, tu peux oublier.
C'est une question qui vient d'où? Est-ce que c'est un cas extrême que tu ne peux pas atteindre? Est-ce que c'est une moyenne de chez les prématurés, ça arrive souvent, c'est pas pour ça? C'est une bonne question. Alors, l'asymétrie que je voyais à l'imagerie médicale était quand même assez faible, de l'ordre, ne dépassait pas 5-6%. Moi, l'idée, c'était de rester dans ces ordres de grandeur. Après, l'idée, c'est peut-être que ce modèle soit adapté à des asymétries qui sont très très importantes. Il y a des pathologies comme Étienne, tu me diras si je me trompe dans le nom, mais l'hernie dysplasie congénitale, c'est l'exemple testin à la naissance qui croît de façon, enfin qui remonte pardon, dans le corps, et puis ça fait qu'il y a un de vos poumons qui est atrophié par rapport à l'autre. Donc là, on pourrait avoir des asymétries qui sont super importantes si on va y chercher. Là, pour l'instant, je suis resté dans un cadre où mon modèle, j'étais sûr aussi qu'il fonctionnait numériquement. Oui. Euh, Simplement, quand tu fais des tests sur le porcelet, ça veut dire qu'au préalable, vous avez fait une image des poumons du porcelet pour vérifier la symétrie, vérifier le volume maximum, ou est-ce que vous vous basez plutôt sur le porcelet, c'est cette taille-là, on sait qu'on va être dans cette range-là de poumons s'il n'y a pas de maladie supérieure. Ouais. Supplémentaire. Alors, au niveau de la symétrie, il me semble qu'on n'a aucune idée sur c'est quoi la proportion. Par contre, sur le volume pulmonaire total, en effet, on va se baser beaucoup sur le poids et l'état de santé du porcelet. Après, ça, c'est des questions plus médicales. Moi, là, je réponds vraiment à l'aide de mes connaissances, mais c'est ça. L'idée, ouais, c'est que on fait pas d'imagerie avant, forcément. On se base sur le fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'expérimentations en santé sur des modèles porcelets de tant de kilos, et donc on va avoir un range à peu près de volume pulmonaire à insuffler. Et du coup, des zones de fonctionnement, on sait à peu près que ça va fonctionner. Donc, c'est le médecin qui s'apporte la donnée. Ouais, c'est ça. Système. C'est ça. Tous les paramètres ventilatoires, ça va être les médecins qui vont nous conseiller sur quoi faire, et puis c'est eux qui vont piloter en fait même, enfin pas forcément les médecins, mais les techniciens, les cliniciens en général. Je peux préciser qu'on commence avec une première inspiration à 30 millilitres kilo. Il y a des paramètres de remplissage de base. Puis ensuite, quelque chose d'un peu manuel, on monte le volume jusqu'à ce qu'on ait stabilisé la situation. C'est très progressif. Et donc, le CT scan qui a été fait, c'est un CT scan statique à l'instant zéro, c'est quand on a fini cette phase de remplissage. Si je ne me trompe pas, T égale à 0 heure. C'est ça, ouais. Et le CT scan, le PFOB radio opaque. Donc, le CT scan, c'est des rayons X. Il faut se mettre en retrait pour ne pas se les prendre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il permet de détecter juste le PFOB. Donc, on voit une nouvelle image blanche et le PFOB qui a stoppé les rayons X. Et donc, on estime comme ça la quantité de volume pris par l'équipe dans les poumons. Il y a des subtilités partout. Et le volume de PFOB dans les poumons qu'on détecte. Le point chronique, c'est le volume pulmonaire. Et c'est ça qu'on détecte. C'est une question de ce qu'on mesure aussi. Parce que si ça se distingue un peu des tissus, ça prend plus de volume. Il n'y a pas pour autant plus de tissus. Il y a eu tout un débat. Ouais, c'est sur comment on voit la relation entre volume, quantité, masse. Quand je dis hors zéro, c'est ça, c'est une fois que la ventilation est stabilisée, donc on n'a plus de gaz. En tout cas, on est supposé ne plus avoir de gaz. Il y a toute une phase ça, de dégazage, du remplissage du poumon qui est quand même assez critique là, et qui est très manuel, empirique sur comment on arrive à stabiliser tout ça. Peut-être une question sur le slide où vous pouvez montrer plutôt de Ouais. Ici ou encore ouais. encore ici. Ouais. Par exemple, si je prends le premier cycle, 726, ouais. Vous voyez qu'on est presque à 5% sur 727. Vous faites rien. 726. Ouais, c'est pas 727 en bas, il n'y a rien qui se fait. Ouais, à ce niveau-là. Ouais. En fait, ça c'est c'est une très bonne question. Ça vient du fait qu'on amorce notre seringue d'inspiration en même temps qu'on effectue l'expiration. Et donc, si là, tu vois, on détecte en fin d'expiration une chute de pression, en fait, dans notre seringue qui va ensuite pousser le liquide, on n'a pas préparé cette quantité de liquide supplémentaire. Et donc ça, on a en effet une latence de 1 cycle à chaque fois avant d'agir. Ok, mais pourquoi par la suite 729, 730? Il n'y a pas un temps de réponse? Parce que là, vous risquez d'être, si je continue avec la question qui a été posée sur les risques de dilatation,
vous injectez, peut-être c'est pas nécessaire, peut-être c'est juste la réponse du 7, 2, 5, 8 qui s'étale sur 7, 30 euros. Exactement. En fait, c'est ouais, exactement. Là, donc, on a réinjecté alors qu'en fait, il n'y en avait pas forcément besoin. Et on voit d'ailleurs que la pression a augmenté. Donc, peut-être que là, en effet, on a une correction de trop sur ce cycle-là. Est-ce que vous avez joué avec des approches à optimiser ça, mettons cette là, parce que ce soit un pic qui reste, je sais pas, quelques millisecondes, ou Ouais. ça, vous voulez pas aller plus, Alors, et là, ça permet d'avoir, au lieu de le faire sur plusieurs cycles, à chaque fois, vous voulez des pics. ouais. Et ce pic, vous mettez un peu plus dans le temps, puis Ouais, à date, on ne l'a pas fait parce que l'idée, c'est quand même de réagir très vite, donc d'être dans c'est une prévention plus que réagir une fois que c'est totalement fermé. Puis un autre point, c'est que notre algorithme il se déclenche uniquement en fin d'expiration. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, les voies aériennes en réalité peuvent se fermer à cause de deux phénomènes. Donc le premier phénomène, c'est la limitation de débit, le fait qu'on manque de volume pulmonaire en avion. Mais il y a un phénomène également qui est lié à la vitesse du son. Si le niveau expiratoire est trop important, ben, cette vitesse du son, qui est une limite physique liée à la structure du poumon, va faire que la voie va se fermer. Et donc, l'hypothèse derrière ça, c'est que si on avait une chute de pression en début d'expiration, ce serait dû à un dépassement de la vitesse du son et pas une limitation et pas un manque de volume pulmonaire. Donc, rajouter du volume pulmonaire alors qu'on aurait une chute dans cet endroit-là, ça ferait qu'empirer les choses. C'est un peu... Et ce que je remarque également, c'est que par exemple dans les cycles 7 de 8, 7 de 9, 7, 30, c'est que le plutonique toujours même, il n'y a pas une pondération par la perte de pression que vous avez. Et Non, c'est c'est ça. toujours le même pic, indépendamment de la perte de pression. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, l'approche, ça va être de renvoyer un volume en seuil, enfin, fixe. Mais en effet, ça pourrait être proportionnel ensuite à la chute éventuellement. Ça se fait d'ailleurs la réduction. Alors, la réduction de débit. Il y a un algorithme qui a été développé l'année dernière par Clément Bouchard qui réduit le débit de façon proportionnelle. Moi, je vous ai montré que ça réduisait à 50%. En réalité, on a un algorithme qui permet de faire ça de façon un peu plus fine. On réduit proportionnellement à la chute. Il y a un truc peut-être les dire, c'est que ce qu'on voit ici, là, je vais présenter un slide, c'est qu'on essaye de vider constamment le poumon. À chaque cycle, on retire plus qu'on ne met dans l'algorithme. Donc ça veut dire qu'il est constamment en train d'essayer de baisser tranquillement, c'est du tenue millilitres, hein, ça va doucement, la quantité de liquide qui est dans les poumons. Et c'est attendu qu'à un certain moment, ça déclenche. Et là, on remet du liquide. Donc c'est prévu que ça soit cyclique. C'est pour ça, dans le slide, ça indique qu'il y a tant de cycles où on remet du liquide, tant de cycles où on en autre. L'idée, c'est de faire une petite fluctuation pour être toujours à la limite. Donc, c'est c'est pour ça que c'est pas trop gênant, c'est vraiment il y a un cycle de trop. Parce qu'on sait que de toute façon, les cycles suivants vont se remettre à baisser. Ouais, il faut que ça soit très, on est dans des limites, quoi. C'est pas des. Désolé. Ah non, mais Le phénomène, juste comme ça, c'est modèle que tu as un combine la vitesse du son et les pertes de charge. Là, c'est complexe. Et qu'il y a une relation entre l'affaissement des voiles, la vitesse du son et les pertes de charge. Le tout est combiné. C'est normal, tu sursimplifies. ouais, C'est un peu plus complexe. ouais. Je pense que les deux sont Ouais, c'est ça. C'est pris en compte dans le modèle stationnaire. un peu dans ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être des questions très basiques aussi. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas un sujet qui est forcément habituel. Donc, si vous manquez des ordres de grandeur ou quoi, n'hésitez pas. Non, c'est bon. Est-ce que au niveau du Teams, vous avez des questions et peut-être, je ne sais pas si Étienne, tu avais des questions, si ça paraissait clair pour d'autres gens. Ça semble bon. Bon, bah, je vous remercie d'être venu et puis n'hésitez pas à prendre du gâteau, il y en a plein. Et à signer la fiche aussi.